Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies d'Eltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bonjour à tous et bienvenue dans Magnésium avec Serge Leboulch aujourd'hui. Mon sujet à moi depuis que j'ai une cinquantaine d'années, c'est vraiment de réunir autour de moi des personnes, des collaborateurs, des équipiers et de travailler dans le cadre d'une gouvernance très participative. On a trop tendance à envisager l'accompagnement humain comme une charge d'exploitation, c'est-à-dire comme un sujet dont il faut assurer le financement par des acrobaties, des demandes de sub. Pour nous, en tout cas, c'est clair, c'est un investissement durable et pas une charge d'exploitation. Voilà quelques extraits de ce numéro de Magnésium. Bienvenue dans le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. N'oubliez pas de vous abonner à Magnésium sur toutes les plateformes de podcast. C'est ce qui permet à ce projet de continuer à vivre, bien sûr. Vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube aussi, ainsi que sur les ondes radio de Lyon Demain via l'application Lyon Demain. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement ce podcast, c'est très simple, partagez-le sur vos réseaux. Le magnésium, c'est ce petit élément minéral, numéro atomique 12. Il est présent partout, sur Terre, dans l'eau, dans l'univers. Il a un rôle essentiel dans toutes nos cellules, à condition qu'il se combine avec d'autres éléments. Il se la joue collectif, le magnésium. Eh bien, nous aussi. C'est ce que je vous propose dans cette série de podcasts, une série de témoignages des acteurs de l'ESS pour partager les bonnes idées, pour insuffler la bonne énergie, révéler les mauvais calculs aussi, les mauvais choix, mais surtout donner confiance, donner envie d'en être. Quelles valeurs défend-on vraiment dans l'ESS ? Comment maintient-on ses convictions face à l'économie traditionnelle, face au marché ? Quel avenir ? Pourquoi tant d'efforts ? Quel but poursuivez-vous, vous, acteurs de l'ESS ? Ce sont des questions que je pose aux entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire invités dans Magnésium chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois donc Serge Leboulch, patron de Réciprocité. En 2 mots, Réciprocité. L'entreprise s'est donnée comme mission de développer l'intergénérationnel dans l'habitat. L'entreprise labellisée ESUS apporte aux habitants dans des immeubles des services qui vont leur permettre de se rencontrer, notamment de lutter contre l'isolement des aînés. L'intergénérationnel, ça se concrétise avec une maison des projets par exemple. Serge va nous en parler, qui est un tiers-lieu dédié aux activités partagées dans chaque groupe d'immeubles. Il y a du Réciprocité à Gerland, sur la ZAC des Girondins, donc à Lyon, à Clermont-Ferrand également, pour ceux qui connaissent l'ancienne capitale auvergnate, dans les quartiers nord de Clermont. Et Réciprocité travaille également sur 2 projets à Sainte-Foy-les-Lyons et à Grenoble, pour ce qui est de notre région, bien sûr. Cette rencontre va vous intéresser particulièrement, je pense, si vous portez bien sûr un projet dans le secteur de l'habitat, mais aussi si vous préparez un projet qui va nécessiter de faire se réunir autour de la table des entreprises privées et des collectivités. J'espère d'ailleurs que son témoignage pourra vous inspirer. Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Serge Leboulch, vous êtes patron de Réciprocité, président précisément. Réciprocité, c'est une entreprise labellisée économie sociale et solidaire qui accompagne les promoteurs, les bailleurs sociaux, les aménageurs vers des projets qui incluent de l'habitat intergénérationnel. C'est ça, Serge ? Oui, c'est une SAS effectivement qui a été labellisée ESUS récemment et qui est une société d'ingénierie socio-territoriale et qui effectivement accompagne toutes les parties prenantes de la construction de la ville et de l'habitat pour la rendre plus humaine et plus solidaire. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est fixée. Vous avez aujourd'hui une petite quarantaine de collaborateurs au sein de Réciprocité, c'est beaucoup. Dans la région, je sais que vous êtes intervenu à Clermont-Ferrand, sur les quartiers nord, je crois. Oui, on a des projets. Donc, on a effectivement un beau projet sur Clermont, sur le quartier Chanfratel, avec Eiffage et Logidome. On travaille également sur Lyon, toujours avec Eiffage, également avec Leroy Merlin sur Saint-Priest, également sur Grenoble, avec Grenoble Habitat. Donc oui, on a pas mal de projets aujourd'hui, de résidences intergénérationnelles et de quartiers également, d'accompagnement de vie de quartier, pour les rendre à la fois plus dynamiques, pacifiés. Voilà, on travaille également sur le concept de mixité sociale au travers de
la mise en œuvre de tiers-lieux qui sont accueillants et qui travaillent sur la question des usages. On rentrera bien sûr dans le détail des activités de réciprocité. Serge, vous auriez pu être un haut cadre chez Vinci, chez Eiffage, chez Bouygues Immobilier par exemple. Comment vous expliquez que vous ayez voulu proposer un autre modèle d'habitat? Alors mon Dieu, est-ce que déjà j'aurais pu devenir un haut cadre chez l'une de ces grandes entreprises françaises? J'en suis pas complètement certain. J'ai un parcours d'autodidacte. Je suis un créateur d'entreprise. Je travaille dans les PME depuis que j'ai 29 ou 30 ans. J'en ai 63 aujourd'hui. Donc non, je ne me voyais pas, en tout cas, rentrer dans une entreprise du type de celle que vous décrivez, même si j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ces sociétés. Et donc je ne m'inscris pas dans cet univers des grands groupes. Pourquoi je le fais aujourd'hui dans l'habitat à l'échelle de cette PME qui se développe, mais qui reste une petite entreprise, et donc en partenariat avec ces grosses sociétés, plutôt que de rentrer comme cadre et de développer ce type de projet, parce que je pense qu'une entreprise comme la nôtre, elle est à la fois souple, agile, elle apporte beaucoup au groupe que vous avez nommé, mais également aux collectivités, aux aménageurs. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer à notre taille sur tout le territoire, en partenariat, en alliance avec ces grosses sociétés. Alors, je parlais de vos compétences, Serge. Vous avez les compétences, vous auriez les compétences pour être cadre, dans des grandes entreprises, de l'immobilier ou de la construction, où on va chercher, le besoin, de sens, le besoin, de répondre à des valeurs, les valeurs de la solidarité, les valeurs, de l'intergénérationnel en l'occurrence là? Alors, à titre personnel, j'ai passé donc une vie, toute ma vie professionnelle, euh, à accompagner des collaborateurs, des entreprises sur des valeurs qui sont des valeurs plutôt humaines. Et j'ai souhaité que dans cette dernière initiative, dans cette dernière création d'entreprise, donc réciprocité, il y a une dizaine d'années, ce soit vraiment ce qui me motive et ce qui motive tous les gens qui me retrouveraient, et ça a été le cas. Donc mon sujet à moi depuis que j'ai une cinquantaine d'années, c'est vraiment de réunir autour de moi des personnes, des collaborateurs, des équipiers, et de travailler dans le cadre d'une gouvernance très participative à la création de valeurs qui sont une valeur partagée, et au sein de l'entreprise et au-delà, au travers de tous les bénéficiaires qu'on accompagne. Mmh. Quelles sont les valeurs que vous avez, identifiées? Oh clairement, alors c'est un peu une tarte à la crème, mais clairement et avant tout la solidarité, tant au sein de l'entreprise, dans les différents métiers qu'on exerce, puisqu'on a tout à la fois des architectes, des urbanistes, des gestionnaires animateurs, des gens qui ont fait des études sur l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a beaucoup de transmission dans ce que je peux faire et dans ce qu'ils font aujourd'hui, puisque les plus anciens ont maintenant une dizaine d'années d'expérience chez nous. Solidarité, évidemment, la destination de tous les bénéficiaires, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille la question de la solidarité intergénérationnelle dans l'habitat, c'est d'abord sur des préceptes de convivialité, de collaboration, de contribution et de solidarité que tout se joue. C'est faire en sorte que les gens apprennent à se découvrir, se rencontrent, partagent, et lorsqu'on commence à se sourire, à se rendre des services, on va assez vite sur des sujets qui sont encore plus importants, qui tournent autour de l'économie circulaire, de l'économie collaborative. Toutes ces valeurs de solidarité, d'humanité, sont des valeurs très simples. On arrive à en faciliter l'expression au travers d'un habitat qui justement mette ensemble des gens de générations, d'âges différents, et les faiblesses des uns sont compensées par les forces des autres. Alors, on va essayer de comprendre comment vous trouvez cet, équilibre des forces et des faiblesses. Peut-être, déjà comment vous choisissez les programmes, immobiliers sur lesquels vous allez travailler? Je dirais qu'on est plutôt, depuis la création de l'entreprise, on est plutôt choisi en réalité par les opérateurs. C'est plutôt eux qui sont venus vers nous plutôt que le contraire. Alors tout au début, j'ai quand même effectivement, lorsque j'ai créé l'entreprise, je suis allé voir des bailleurs sociaux, des collectivités, quelques premiers promoteurs. Je leur ai expliqué que ce que j'avais découvert en Allemagne, à savoir cette mixité intergénérationnelle qui permet à plusieurs générations de vivre au sein de mêmes ensembles résidentiels, ça avait du sens et ça donnait de très bons résultats. Et parmi ces partenaires potentiels, l'un d'entre eux, à l'époque le groupe Logement Français, qui était filiale d'AXA,
qui est filiale d'AXA, qui s'appelle aujourd'hui 1001 Vie Habitat, nous a fait confiance et effectivement m'a dit mais ce sujet du vieillissement de la population, notamment dans le logement social, ce sujet de la mixité intergénérationnelle comme une des pistes d'un vieillissement qui soit à la fois serein, apaisé, mais en même temps dynamique, ça nous intéresse beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, j'ai expliqué ce que j'avais vu hors de nos frontières et que je voulais introduire en France, à savoir créer 2 métiers. Le premier, l'assistance à la maîtrise d'usage, c'est-à-dire travailler avec toutes les parties prenantes et notamment avec les habitants pour leur faire dire ce qu'ils souhaitaient réaliser ensemble, comme ils souhaitaient mettre en œuvre un projet résidentiel. Donc ça, c'est beaucoup d'études. Et puis ensuite, une fois qu'on a réalisé ces études, avec eux, co-construire ce projet résidentiel et les accompagner sur une longue durée. Donc dans notre projet, il était question de au moins 2 années, d'accompagner les habitants avec une maison des projets, donc un lieu de collaboration, un lieu de contribution, des activités, des clubs, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet résidentiel type chez Réciprocité. Il y a forcément cette maison des projets, ce tiers-lieu installé au sein de la résidence ou du projet immobilier. Oui, on a quelques prérequis. Le premier, c'est que les parties prenantes, donc, qui s'engagent dans un projet de résidence intergénérationnelle, se sentent vraiment concernées, c'est-à-dire que on s'entende bien sur ce que signifie la mixité intergénérationnelle dans l'habitat, c'est-à-dire c'est pas mathématique, c'est pas 3 tiers, un tiers de jeunes, un tiers de familles, un tiers de vieux. C'est comment est-ce qu'on construit de la mixité intergénérationnelle, du lien social entre les générations. Et donc ça pourrait concerner tous les ensembles résidentiels de France. En réalité, avec les porteurs de projets, donc d'abord les bailleurs sociaux, puis les promoteurs qui ont fait appel à nous, on a plutôt ciblé des ensembles résidentiels de 60 logements et plus, c'est-à-dire que lorsqu'on a un ensemble de 60 logements, 70, 80 logements, on a effectivement la possibilité d'installer un tiers-lieu en pied d'immeuble, donc cette fameuse maison des projets, donc dans laquelle plein de choses se font. On y installe également des jardins participatifs, extrêmement importants. On met en place cette gestionnaire animatrice qui va accompagner durablement les habitants. Voilà, donc toutes ces choses-là peuvent se faire à partir effectivement d'un certain nombre de familles concernées par le dispositif. Aujourd'hui, dans les faits, cette diversité intergénérationnelle, elle est représentée de quelle manière? C'est de 50-50? Est-ce que vous avez déjà un profil finalement de ce qu'est l'intergénérationnel aujourd'hui? Bah non, en fait, c'est ce qui est vachement intéressant. On avait quelques idées préconçues lorsqu'on a abordé ce sujet. On pensait qu'effectivement, on pouvait assez mathématiquement prévoir qu'on aurait un certain pourcentage, un certain nombre de familles, un certain nombre de personnes âgées. Et en fait, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on a bien compris maintenant que le plus important était d'accompagner le vieillissement des personnes. Et donc, certaines personnes peuvent se sentir âgées très tôt, et d'autres être au contraire très en forme jusqu'à très tard. Donc l'important, c'est pas tant une question d'âge, mais une question de fragilité qui apparaissent au cours de l'existence. C'est plus facile de faire cohabiter, de faire des choses ensemble, évidemment, entre un papy, un gamin dans un jardin. Ça, c'est chouette, c'est un peu l'image d'Épinal, mais c'est assez facile à faire. Un peu plus compliqué quand on a un jeune retraité en présence de jeunes gens de 14-15 ans sur leur mobilette. Voilà. Et donc là, les tensions peuvent crisper et peuvent même pourrir une vie de quartier. Donc la mixité intergé, c'est tout ça, quoi. C'est faire en sorte qu'on ait des gens de tous les âges, toutes les conditions, même sociales différentes, et de construire avec tout ce matériau humain des relations qui soient apaisées. Évidemment, il ne faut pas être naïf, hein. Rien n'est simple. On a toujours des bonnes intentions sur le papier au départ et j'imagine que, sur le terrain, dans la vie, réelle, dans la vie de tous les jours, tout ne se passe pas toujours de la bonne façon, en tout cas de la façon de laquelle on espérait. Quels sont les écueils que vous rencontrez aujourd'hui encore, 10 ans après la création de Réciprocité? Qu'est-ce qui est le plus délicat finalement sur cette question de l'intergénérationnel dans l'habitat? Bah, je dirais que peut-être la plus grosse des difficultés que nous avons, c'est de réinventer chaque matin ce qui va se passer au sein des ensembles résidentiels, de manière à être à la fois
en veille, attentif, à l'écoute de tous. C'est surtout ça qui est compliqué. Parce que, évidemment, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Les repas partagés, par exemple, c'est assez formidable. Tous les clubs d'activités diverses et variées pour les seniors ou des activités qui soient des activités intergénérationnelles, des balades, etc. Donc, il se passe plein de trucs qui sont juste merveilleux. J'ai en tête par exemple des personnes âgées qui bénéficiaient de portage de repas à domicile, qui dès lors que la maison des projets a ouverte, que ils ont pu s'y rendre, retrouver des gens plus jeunes, rigoler, partager un café, un repas, ce qui est difficile aujourd'hui. Tout d'un coup, ils se sont réouverts à la société. On leur a pas demandé simplement de participer, mais aussi d'être acteurs, d'apporter leur expérience, leur savoir-faire. Et donc tout d'un coup, on a des gens qui se sont mis non seulement à recuisiner pour eux, mais aussi à cuisiner pour les autres. Ça marche très très bien. Puis il y a d'autres sujets, plein d'autres sujets qui sont extrêmement difficiles. La difficulté, c'est d'entretenir aussi un peu cette Oui, animation intergénérationnelle parce que, créer, des tiers-lieux, des maisons de projet, avec, les constructeurs au moment où le projet se met en place, c'est une chose. Après il faut maintenir la vie, l'animation de tout ça. Enfin, je pense notamment aux jardins participatifs, hein, combien de jardins participatifs finissent en zone, délaissée et puis finalement deviendront des places de parking, peut-être, demain. Comment vous vous y prenez? Et qui finance ce service-là? vous avez parfaitement raison. On a trop tendance, qu'il s'agisse des collectivités, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs, bref, de toutes les parties prenantes de la construction de la ville, à envisager l'accompagnement humain comme une charge d'exploitation, c'est-à-dire comme un sujet dont il faut assurer le financement par des acrobaties, des demandes de sub, etc. C'est toujours très compliqué. En réalité, pour nous, en tout cas, c'est clair, c'est un investissement durable et pas une charge d'exploitation. On est en train de travailler depuis 2 ans sur la mesure d'impact de ce que nous mettons en œuvre, et on s'aperçoit que, au-delà des objectifs partagés, notamment avec les bailleurs sociaux, que nous atteignons, la mesure d'impact nous fait découvrir que les bénéficiaires tirent de ces expériences énormément en termes d'économie de charges, en termes de plaisir de vie retrouvé, de joie de vivre retrouvée. Donc on souffre d'avoir perdu de l'humain dans les immeubles, dans les quartiers. Il est temps aujourd'hui d'arrêter de mettre des pansements, d'intervenir en pompier et de prévoir ces accompagnements à la vie d'aujourd'hui, qui est une vie compliquée, stressante, rapide, très différente de celle que j'ai pu vivre quand j'avais 15-20 ans. Et donc voilà, il faut mettre de l'argent là, parce que ça coûtera toujours beaucoup moins cher que de réparer demain. Qui finance plutôt toutes les études, tout ce qui est assistance à maîtrise d'usage, les acteurs, ceux qui nous missionnent, donc les bailleurs sociaux, les promoteurs, ça peut être les collectivités lorsqu'on fait du consulting et qu'on les accompagne sur des projets politiques de la ville. Et sur la partie gestion-animation, c'est-à-dire lorsqu'on met notre gestionnaire animateur, gestionnaire animatrice en place et qui va accompagner durablement les bénéficiaires, là aussi, généralement, les bailleurs sociaux, on essaye depuis 2 ans d'adjoindre dans nos maisons des projets des services additionnels payants, puisque souvent dans certains quartiers, dans certains pieds de résidence, on manque de tout un tas de services. Donc voilà, on essaie de trouver un mix aujourd'hui, un modèle économique qui permette tout à la fois d'être sur la question de la convivialité et de la solidarité, et en même temps d'apporter des services qui peuvent apporter un plus dans le modèle économique. Est-ce que le parc des logements privés pourrait être, également, concerné par ces services-là? Parce qu'on comprend bien, hein, pour un bailleur social, la mesure de l'impact social est plus évidente, que, dans le parc privé, qui souvent, doit, mettre en accord plusieurs propriétaires dans un même immeuble. C'est aussi plus complexe, j'imagine. Comment vous voyez le développement et l'avenir finalement de réciprocité et de ces services intergénérationnels? C'est effectivement aujourd'hui beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre des solutions de groupe dans des copros où chacun voit un peu midi à sa porte. Je
je suis quand même, on fait pas mal d'opérations mixtes aujourd'hui avec des sociétés HLM, donc du logement social, une part de logement social, une part de logement libre. Et donc on adresse la proposition de valeur de réciprocité à la fois aux habitants du privé comme aux habitants du social. On est sur des premières expériences aujourd'hui, notamment sur Bordeaux par exemple, et on voit que ça accroche. D'ailleurs, même dans les résidences sociales dans lesquelles on a une maison des projets, un gestionnaire animateur et des projets de résidence, elles sont toujours ouvertes au reste du quartier de manière à pas cultiver l'entre-soi. Et on voit à quel point on intéresse tous les riverains. Et donc on crée d'ailleurs de nouveaux centres de ville, de nouveaux cœurs de vie et de ville dans ces résidences qui sont des résidences HLM, autrefois ostracisées, en y apportant des activités, de la présence, des Qui sourires. permet de créer du lien entre les habitants de l'immeuble, de la résidence et ceux du quartier finalement. Exactement. Et on a souvent d'ailleurs des personnes du logement libre, du pavillonnaire, j'ai un ou deux exemples en tête, qui deviennent même responsables de clubs et d'activités dans la maison des projets d'un immeuble HLM, parce que ils souhaitent apporter leur savoir-faire. Donc c'est le responsable du club bricolage de Saint-Germain-en-Mont-d'Or, c'est une personne très motivée sur le handicap sur Gex. Enfin, bref, il y a plein de sujets. On peut sortir de l'isolement des personnes âgées, on peut les faire participer, on peut leur demander d'être acteurs, et tout ça, ça participe quand même d'une société plus sereine et de ville plus confortable C'est une pour question, tous. le tiers-lieu, hein, c'est une question qui intéresse beaucoup, je sais, les communes rurales notamment, qui réfléchissent, alors d'abord pour pouvoir attirer et répondre aux besoins des entreprises et des entrepreneurs, et notamment de toute la vague du télétravail, mais aussi pour pouvoir créer des liens entre cette nouvelle population en milieu rural et les anciens, les enfants qui vont devenir ados et grands plus tard. La chose essentielle, c'est de co-construire avec les personnes qui participeront de l'existence de ces tiers-lieux, de ces maisons des projets, de ces ensembles de vie. C'est avec eux qu'on doit construire le projet. Donc ça, c'est dans ce que j'appelle l'assistance à la maîtrise d'usage, le premier des métiers que nous faisons. On est très très attentif à ça. Et donc, juste pour, bien comprendre, dans, le dispositif, que vous mettez en place, quand il y a des propriétaires privés, quand il y a une mixité, les charges sont dans les charges de copro pour un propriétaire, privé, ou vous réussissez à faire, supporter, j'ai envie de dire, le service, et notamment votre gestionnaire de tiers-lieux au bailleur social? Je dirais qu'après, c'est une question d'échelle. Si on a un petit ensemble mixte dans lequel le bailleur a effectivement une part importante, c'est lui qui généralement portera la maison des projets. Après, lorsqu'on est sur des sujets de quartier un peu plus vastes, j'ai un exemple à Agnières-sur-Seine par exemple, où là on accompagne l'aménageur privé, donc Eiffage Aménagement, un aménageur public Citalios, 4 promoteurs immobiliers qui vont développer 230 000 m² de surface de plancher, avec à la suite des appartements qui seront dédiés à des propriétaires habitants, des propriétaires qui vont louer à des locataires, des bailleurs sociaux, de l'hôtellerie, du commerce, etc. Donc là, on est sur la vraie naissance d'un nouveau quartier. Le tiers-lieu qu'on installe au cœur de quartier, cette maison des projets qui sera du coup un peu grande, elle trouve son financement par les premières années, une sorte de contrat de moyens qui passe de l'aménageur à chacun des promoteurs au fur et à mesure qu'il va édifier son bâtiment, puis le promoteur 1 va partir, c'est le promoteur 2 qui prendra le relais, et donc le montant de nos honoraires pour accompagner la naissance de cette vie de quartier va être supporté d'abord par les acteurs qui vont édifier ce quartier, puis in fine par l'ASL, donc cette espèce de gigantesque copropriété qui va prendre en charge la gestion pérenne, l'exploitation pérenne de cette maison des projets. C'est à chaque fois, j'imagine, un consensus à trouver, des échanges, et de vérifier aussi les motivations, finalement des pouvoirs publics, des communes notamment, C'est ça. pour chacun des projets, hein, je suppose, hein? C'est ça, c'est ça. On est vraiment à chaque fois dans de la haute couture, hein. On est Ouais. vraiment dans de la joaillerie, c'est-à-dire que tous les projets ont une sorte de ressemblance, bien évidemment, mais chaque projet est différent. On est dans de la joaillerie. J'ai l'impression que, c'est, aussi ce qui définit finalement, les projets, d'économie sociale et solidaire, de façon générale. Merci beaucoup, Serge, d'avoir pris le temps de répondre
répondre à toutes ces questions, de nous avoir parlé d'intergénérationnel, de tiers-lieux nécessaires, de liens sociaux. Je voudrais juste pour terminer, vous poser quelques questions très courtes. Je vous demande une réponse brève à chaque fois. D'accord ? Parfait. Votre pire contradiction d'acteur de l'ESS ? Ma pire contradiction d'acteur de l'ESS, eh bien, faire vivre la mission sociale de réciprocité, qui est en gros de favoriser l'émergence d'une société plus solidaire, avec les contraintes économiques et financières d'une PME en développement. Très bien, donc vous n'êtes pas toujours que dans le solidaire, il faut aussi penser développement, c'est ce que vous voulez dire, développement, performance, Non, tous ces termes un peu de l'économie traditionnelle. Oui, on est toujours dans le solidaire, mais c'est vrai que dès lors qu'on parle de valorisation, on parle aussi de monétisation, et donc il est clair qu'il nous faut d'abord créer de la valeur dans une SAS labellisée ESUS. Il faut créer de la valeur pour ensuite la redistribuer. Et donc dans la création de valeur se pose toujours la question de l'économie qui prévaudrait, point d'interrogation, sur l'humain. Donc voilà, il faut toujours en permanence remettre l'humain au cœur de nos préoccupations et faire en sorte que la finance soit au service de l'économie au service de l'homme et jamais l'inverse. Mais c'est un combat de tous les instants. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel ? Si j'avais un super pouvoir, mon Dieu, je ne sais pas répondre à cette question. Oh là là. Si j'avais un super pouvoir. Certains répondent, ce serait de ne plus avoir besoin de dormir. Je vous donne quelques idées. Alors c'est marrant, j'allais pas vous répondre ça, mais vous dire que j'avais déjà l'impression, j'ai un peu cette chance depuis très très longtemps, de pouvoir vraiment me consacrer beaucoup à mon activité professionnelle. Et je pense que déjà alors c'est pas un super pouvoir, mais j'estime que j'ai une super santé qui me permet de manager ma vie et mon projet professionnel tout en me faisant plaisir. Et déjà pour moi c'est formidable, mais j'aurais voulu être plus altruiste dans le super pouvoir que vous allez m'octroyer, et donc faire vraiment changer le monde, changer la société. Je vais être extrêmement mesuré. Le super pouvoir serait celui de savoir rester concentré sur ma tâche, quoi. Je suis désolé, je suis fan des super héros, mais je n'arrive pas à m'identifier à un de ces super héros. Quelle est votre boule de cristal à vous ? Ma boule de cristal à moi, c'est la gouvernance participative qu'on a instaurée chez Réciprocité et le fait de pouvoir en permanence et partager, communiquer, prendre des avis. Et ça, c'est essentiel. C'est quelque chose que j'ai découvert en créant Réciprocité. Ça n'a pas été toujours mon mode de management et là je m'en félicite chaque matin. Un guide spirituel ou réel d'ailleurs qui a bouleversé votre parcours de vie ou qui vous accompagne au quotidien ? Oui, alors il y en a plein. Alors peut-être que très opérationnellement, je peux dire que les écrits de Frédéric Laloux sur les communautés de travail inspirées, sur ce mode de management justement très très participatif, m'a beaucoup inspiré ces dernières années. Très bien, donc ce sera votre conseil lecture. C'était ma dernière question. Un conseil lecture film ou culturel que vous souhaiteriez partager ? Ouais, écoutez, on peut rester là-dessus. Je regarde ce que j'ai autour de moi, j'ai pas mal de bouquins. J'ai François Cheng de l'Académie française, 5 méditations sur la beauté. Que je lis par petits morceaux. J'ai un bouquin que j'ai lu, mais je l'ai déjà lu 2 fois, d'Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, je trouve très intéressant. Puis je reviens sur le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, avec l'accent anglais qui est le mien. C'est parfait, merci beaucoup Serge. C'est moi qui vous remercie Marilyn. Magnésium, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez le podcast avec Serge Le Boulch sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Deezer ou Spotify. Je le poste également sur ma chaîne YouTube, Marilyn en live. Et vous pourrez également en profiter si vous écoutez Lyon Demain, la radio de l'info positive à Lyon. Merci de votre écoute pour ce numéro, mais aussi pour le précédent avec Caroline Léby, qui a eu un vrai succès. N'oubliez pas, si vous pensez que Serge Le Boulch de Réciprocité pourrait donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous. Merci.